Nous allons passer au second intervenant. Attention, nous avons 10 minutes, 10 minutes. Vous avez écorché d'1 minute, mais bon, c'est pas mauvais. Ok, nous allons prendre 3 intervenants et après les 3, vous aurez la possibilité de poser les questions. Donc ne vous inquiétez pas. Je vois que les femmes sont très prêtes, elles attendent. Ne vous pressez pas, vous aurez la parole. Voilà. Bonjour, je suis Leila Miara, donc je préside la commission économie sociale et solidaire entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. J'ai eu l'honneur et le privilège d'être nommée lors de la tournée de Sa Majesté en Afrique pour justement présider cette commission et pour pouvoir réaliser, donc concrétiser des relations de partenariat et de co-développement sud-sud. Lors de la tournée de Sa Majesté, il y a eu 2 groupes d'impulsion économique qui ont été constitués, un avec la Côte d'Ivoire et un entre le Maroc et la Côte d'Ivoire et l'autre entre le Maroc et le Sénégal. Et donc, on avait signé effectivement en présence des 2 chefs d'État en Côte d'Ivoire et au Sénégal, nous avons signé des conventions pour justement concrétiser ce partenariat et pour travailler en commun accord avec nos amis et frères donc ivoiriens et sénégalais. Et aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue et je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui et de voir que ce premier axe justement de cette convention a été concrétisé, a été réalisé à travers ce salon en partenariat avec le ministère donc du tourisme et de l'économie sociale et solidaire que je salue et à qui je rends hommage et sans qui cette manifestation n'aurait pas été possible et nos amis n'auraient pas pu venir donc au Maroc. Donc moi je parlerai dans mon exposé, je parlerai un petit peu de l'avancée des femmes au Maroc. C'est pour expliquer à nos sœurs et frères donc sénégalais, ivoiriens, que bon, nos problématiques, surtout des femmes, sont communes, que nous subissons les mêmes freins, les mêmes obstacles, que nous avons des freins culturels, des freins de mentalité, des freins de machisme. Nous avons des obstacles à l'information, à la formation, à l'accès au financement. Et donc, c'est des problématiques vraiment communes. Et en parlant un petit peu de l'avancée des femmes au Maroc, c'est pour un petit peu essayer de mutualiser les bonnes expériences et les meilleures pratiques par la suite entre nos 2 pays. Et puis, apprendre les uns des autres, parce que si on veut faire des affaires avec d'autres pays, il y a un principe d'interculturalité qui doit être respecté pour justement aller vers l'autre, connaître l'autre et puis apprendre de l'autre surtout. Se former, s'informer, mutualiser un petit peu les expériences, apprendre des expériences réussies dans le monde et dans nos pays. Donc, je vais essayer d'être brève, juste pour vous expliquer un petit peu que les femmes au Maroc, à coup bien sûr de militantisme et tout ça, ils ont réalisé des avancées extraordinaires, surtout lors du règne de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, mais qu'il y a beaucoup de choses à faire encore et que bon, le terrain n'est pas tout à fait balisé, la vie n'est pas toujours rose pour les femmes, mais bon, on va continuer à militer, on va continuer à faire entendre notre voix pour plus de réalisations et plus de succès, Inch'Allah. Donc là, je commence, s'il vous plaît. Donc je vais parler un petit peu de ce qui existe aujourd'hui en Afrique, c'est-à-dire Afrique subsaharienne que nous connaissons très bien, Afrique occidentale. Donc c'est à peu près la même chose. Il y a une très forte croissance de la population africaine en âge de travailler et cela va continuer lors des 30 prochaines années. D'ici 2050, l'économie du continent africain sera multipliée par 10. 6 des 10 économies émergentes aujourd'hui, les plus dynamiques dans le monde et qui ont enregistré des taux de croissance de plus de 9%, sont africaines. Les femmes jouent un rôle incontournable dans la sécurité alimentaire et sont les moteurs de changement de tous les pays africains, ça ce n'est plus à démontrer. Les femmes conduisent une dynamique irrésistible et œuvrent pour un monde en marche vers la modernité. Elles portent un futur qui se conjuguera désormais au féminin. Donc aujourd'hui, investir sur les femmes n'est plus bénéfique que pour elles-mêmes. Investir sur les femmes est indispensable pour la paix,
pour la sécurité alimentaire, parce que plus de 70% de femmes travaillent dans l'agriculture en Afrique, et donc c'est grâce à elles que nous avons la sécurité alimentaire en Afrique. C'est grâce aux femmes que nous avons la paix, parce que c'est elles qui ont et qui élèvent les générations futures, qui éduquent les générations futures. Donc, et c'est grâce à elles que nous pouvons avoir la sécurité et la cohésion sociale. Les femmes contribuent au bien-être des générations présentes et futures. Investir dans l'avenir des femmes, Sa Majesté l'a compris il y a déjà 20 ans, presque 20 ans, en 1999, dans son discours du 20 août, où il avait déclaré « Comment espérer assurer progrès et prospérité à une société alors que les femmes qui en constituent la moitié voient leurs droits bafoués ?» Donc, et depuis, grâce à une politique bien sûr visionnaire du roi, les femmes marocaines ont connu des avancées extraordinaires en matière de droits. Donc, grâce à des réformes structurantes et structurelles, et surtout depuis le règne de Sa Majesté. Donc, bon, je passe vraiment rapidement sur les dates, juste pour vous dire que les femmes ont beaucoup milité pour arriver à tous ces résultats avec l'appui à un plus haut niveau de la société et du gouvernement. Donc, il y a eu, en 2003, il y avait la révision du Code de travail, donc le principe de non-discrimination en matière de salaire. En 2004, c'était une révolution qui a ouvert le champ des possibles, c'était la nouvelle Moudouana, donc c'est le code de la famille du Maroc qui fait qu'aujourd'hui, des femmes peuvent demander le divorce, des femmes peuvent avoir la garde de leurs enfants, avoir donc une participation des maris dans la garde des enfants et tout ça, dans les frais donc pour l'éducation des enfants. Donc c'était vraiment une révolution, une première dans le monde donc arabo-musulman. Donc en 2005, c'était aussi une révolution, c'était le lancement de l'initiative nationale de développement humain. Et ça, c'est une expérience qui est très salutaire, qui est louable, qui a aujourd'hui plus que 10 ans, donc depuis 2005, et qui a permis surtout à des femmes marginalisées, exclues, donc de retrouver leur dignité, de retrouver confiance en elles, de travailler, d'avoir donc des activités génératrices de revenus. Et depuis, bon, beaucoup d'associations ont pu voir leur plan d'action se concrétiser grâce au plan national de développement humain et à cette initiative nationale. Et d'ailleurs, dans la convention que nous avons signée donc en Afrique avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est un axe aussi de coopération. Nous souhaitons pouvoir extrapoler ce modèle qui est aujourd'hui donné comme référence dans plusieurs pays, ce modèle de l'initiative nationale de développement humain, donc en Côte d'Ivoire et au Sénégal, et nous travaillons beaucoup pour que ce soit fait, pour que ce soit concrétisé dans les années à venir, Inch'Allah. Donc en 2006, bien sûr, il y avait la promulgation de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité entre les sexes, c'était l'approche genre. Donc dans les politiques économiques, on a commencé à porter des lunettes genre et on a commencé à programmer donc dans la loi de finances la budgétisation sensible au genre. Donc en 2007, c'était aussi une révolution pour un pays arabo-musulman, c'était la reconnaissance de la nationalité des enfants aux enfants nés de mères marocaines et de pères étrangers. Donc, c'était la première fois aussi dans l'histoire. Je suis désolée, je n'ai pas suivi un peu. Voilà. Donc, en 2007, donc, par rapport au côté politique, en 2007, on a eu 7 ministres nommés par le roi. En 2008, par rapport à 2002, il y avait une évolution extraordinaire parce qu'il y avait seulement une centaine de femmes qui étaient élues lors des élections communales, alors qu'en 2008, on a eu 3484 femmes. Et c'était grâce au quota politique qui était implémenté au Maroc de 10% de femmes dans les élections communales et législatives. En 2011, c'était aussi un changement radical parce que c'était la consécration. Donc, dans la nouvelle constitution de 2011 du Maroc, on a vu un article 19 qui a été consacré à la parité, donc, et qui dit que l'homme et la femme jouissent à égalité des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental. Une première dans le monde arabe musulman également.
En 2013, donc, on a eu deux femmes, dans le gouvernement de Benkiran II, on a eu 6 femmes ministres. Et en 2016, dans ce gouvernement, on a aussi 6 femmes ministres et secrétaires d'État. Et aussi, nous avons plus qu'une quinzaine de femmes ambassadeurs, ambassadrices, à travers le monde. Donc, il y a pas mal de défis qui nous guettent, bien sûr, malgré toutes ces avancées. Il y a pas mal de défis qu'il faut encore relever. Les femmes, aujourd'hui, ne possèdent que 1% des richesses mondiales. Elles ne gagnent que 10% des revenus mondiaux et occupent à peine 14% des postes de responsabilité, tant dans le secteur public que privé. Ça, c'est des chiffres globaux, mondiaux. L'Afrique, bien sûr, a des chiffres similaires, sauf dans le cas des postes de responsabilité et de décision où ça ne dépasse pas les 7% dans les pays africains. Les femmes produisent la moitié des ressources alimentaires, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Elles ne possèdent que 1% des terres dans le monde, alors qu'elles assurent la sécurité alimentaire. Et comme je disais, le problème, c'est qu'il y a dans beaucoup de pays, les femmes n'héritent pas la terre. Donc, selon le World Economic Forum, le Royaume est classé à la 133e place sur un total de 143 places parce qu'il traîne encore des tares sociales relatives à l'égalité homme-femme et certains obstacles encore continuent à freiner l'intégration totale des femmes dans le développement socio-économique de notre pays. Bien sûr, les difficultés, comme je disais tout à l'heure, les difficultés d'accès au marché de travail, l'employabilité au féminin ne dépasse pas les 25,5% au Maroc, avec une régression par rapport à il y a 3-4 ans, parce que les femmes, c'est-à-dire à 30 ans, elles ont des enfants et se pose le problème de la garde des enfants. Et en général, au lieu d'être carriéristes, elles choisissent de s'occuper de leurs enfants et de laisser tomber le travail. Le revenu des femmes est toujours 3,5 fois inférieur à celui des hommes. La difficulté de l'accès au financement, faute de garantie, parce que je disais que les femmes n'héritaient pas les terres, et puis en général, quand elles vont à la banque, on leur demande des garanties qu'elles n'ont pas. L'absence d'accompagnement pour développer l'initiative privée, il y a pas mal d'associations, comme la FEM, comme Minhaj-Liki, des programmes internationaux, des programmes de coopération, mais ça reste en dessous de la demande parce qu'il y a ces programmes ne couvrent pas toutes les femmes et n'arrivent pas bien sûr à satisfaire toutes les demandes. En général, quand on pense manager, on pense masculin. C'est Think Manager, Think Male. Et les lois discriminatoires en matière de propriété d'héritage, les pratiques culturelles et la stigmatisation du rôle des femmes en tant que procréatrices uniquement empêchent celles-ci de se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit social ou l'entrepreneuriat en général classique. Donc l'entrepreneuriat est féminin, là je parle de l'entrepreneuriat social bien sûr, parce que de toutes les façons, les femmes dirigent des toutes petites entreprises à 90%. Les femmes qui dirigent des grosses entreprises sont vraiment se comptent au bout des doigts. Et donc le tissu économique lui-même est formé de PME-PMI et les femmes sont un échantillon de ce tissu et elles sont pratiquement dans le commerce ou dans les services. Rare où on trouve des femmes dans des métiers pointus, malgré toutes ces avancées. Alors, il y a des opportunités, bien sûr, sur lesquelles on essaie de capitaliser. C'est qu'à l'école, aujourd'hui, à l'université, les femmes représentent plus de 50%. Malheureusement, dans le milieu du travail, cette quantité de 50%, ce taux s'amenuise, au détriment, bien sûr, de la famille, au détriment des obstacles un petit peu culturels. Les faiblesses aussi, c'est-à-dire que ces femmes-là, on ne retrouve pas ces majors de promotion qui étaient dans les universités, dans le monde du travail. Il n'y a pas d'équivalence. Il y a beaucoup de femmes qui sont diplômées, mais dans le monde du travail, on ne les retrouve pas. Donc, sur quelques chiffres, sur les 10,21 millions d'actifs occupés, les femmes ne représentent que 25,5%, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le pourcentage de femmes dirigeant des micro-entreprises est plus important que celui des hommes. Il est à 59,3% et 100 000 femmes
aujourd'hui dirigent des micro-entreprises ou travaillent à domicile. 10% uniquement des entreprises marocaines sont dirigées par des femmes et sont, comme je disais, des PME-PMI. Elles font travailler 50% de leurs effectifs sont des femmes. Et puis, elles ont entre 1 et 20 salariés en général. La PME en général au Maroc, elle fournit 20% de la valeur ajoutée, 30% des exportations, 40% de la production et 50% d'investissement. C'est dire le rôle très important des toutes petites et moyennes entreprises. Les femmes ont une probabilité beaucoup plus faible d'accéder aux organes de décision parce qu'aujourd'hui, c'est ça notre combat, c'est que les femmes occupent des postes de responsabilité au niveau politique et au niveau économique, en tant qu'administrateur indépendant, en tant qu'élu local, parce qu'on ne peut pas faire entendre notre voix si nous ne sommes pas dans les postes de décision. Une minute. Les femmes aujourd'hui, on ne le répétera pas jamais assez, les femmes aujourd'hui sont des drivers de changement. Donc c'est grâce à elles que nous pourrons assurer la sécurité alimentaire et la cohésion sociale. Aucune démocratisation ne sera possible donc sans l'intégration des femmes. Aujourd'hui, comme je disais, il faut garantir une certaine représentation des femmes dans les organes de décision des entreprises. Le rapport sur le développement élaboré par la Banque mondiale atteste que les obstacles discriminatoires contre les femmes, s'ils étaient levés, la productivité et la performance pourraient augmenter de près de 25% dans nos sociétés. Donc, l'intégration économique de la femme est vraiment très importante. Quelques pistes de réflexion, donc il faut favoriser des mesures en faveur de la conciliation familiale et professionnelle. Donc nous appelons à ce qu'il y ait des crèches par les communes, des crèches d'entreprise, des crèches de proximité. Nous demandons à ce qu'il y ait une haute instance de la parité qui accompagne un petit peu la Constitution, qui a amené un petit peu qui a donné dans son article 19 la parité. Il faut aussi aujourd'hui se débarrasser des schémas réducteurs et des stéréotypes et renforcer le positionnement de la femme en tant que citoyenne à part entière. Nous ne sommes pas le complément des hommes, nous sommes des citoyennes à part entière, avec notre identité, avec nos forces et nos faiblesses. Et nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs que les hommes. Donc il faut focaliser sur l'éducation et la diversité en termes de performance dès les classes préparatoires. C'est nous qui élevons les enfants, donc il faut les élever dans le respect de la diversité et du genre. Il faut qu'on éduque les filles comme les garçons, exactement pareil. Le garçon ne peut pas être là et c'est sa sœur qui va lui donner un verre d'eau à boire. Non, il faut élever, c'est nous qui élevons nos enfants. Et donc, la responsabilité nous incombe également. Donc, il faut les élever d'une façon égalitaire. Il faut bien sûr adopter des manuels scolaires et tout ça qui vont dans le sens de cette égalité, parité homme-femme. Et puis, il faut réseauter. Nous sommes toujours timides de parler de nous, de ce que nous faisons, de ce que nous sommes. Donc aujourd'hui, il faut réseauter. Et une manifestation comme celle-là est une manière extraordinaire de réseauter, parce que c'est le réseautage qui fait qu'on peut valoriser nos ressources et échanger nos expériences mutuelles. Il faut qu'on mette en lumière nos success stories. Il faut que les médias nous aident à mettre en lumière nos success stories. Les femmes qui réussissent sont des références, sont des role models pour les autres. Et il faut qu'ils le prouvent, il faut qu'ils le montrent dans les médias. Il faut qu'elles se montrent, il ne faut pas qu'elles soient shy ni timides, parce que c'est grâce à elles, c'est un modèle d'inspiration pour les autres. Et puis, la femme marocaine n'a plus rien à prouver à personne. Elle a l'énergie, le potentiel, la compétence. C'est aux conservateurs et aux machistes aujourd'hui d'adopter une attitude différente de co-construction avec toutes les composantes de la société dans une démarche de progrès. Simone de Beauvoir disait que l'on ne naît pas femme, mais qu'on le devient. Nous devons donc à réapprendre à devenir égaux. L'éducation à l'égalité doit inspirer l'ensemble des politiques publiques à la formation de nos cadres, de nos policiers, de nos magistrats, de nos médecins, de nos enseignants et de nos enfants. Hein? Parce qu'il est en train de me dire il faut terminer vite. Moi, je pense qu'on prend 2 minutes de plus. C'est dans le bien de la communauté, non? Juste 2 minutes.
Donc je disais que la Marocaine n'a plus rien à envier. Elle a le potentiel, elle a les compétences, elle a le savoir-faire, elle est studieuse, elle est battante. Une femme, d'ailleurs, même dans nos campagnes, et je salue de ce point-là les femmes rurales parce qu'elles font un travail extraordinaire. Et c'est grâce à elles que des générations ont pu devenir dans quelque chose, ministres, magistrats, et elles ont pu subvenir aux besoins de leur famille parce que beaucoup d'hommes sont partis à l'étranger en laissant des femmes avec des enfants seuls. Et donc je rends hommage à ces femmes-là. Je rends hommage à toutes les artisanes du Maroc qui font un travail colossal. Je rends hommage à toutes les artisanes de la Côte d'Ivoire et du Sénégal parce qu'elles sont aussi des femmes battantes, courageuses. Et je disais tout à l'heure, Simone de Beauvoir disait qu'on ne naît pas femme, mais qu'on le devient. Donc nous devons réapprendre à devenir égaux. Et l'éducation à l'égalité doit être généralisée et inspirer tout le monde, les politiques publiques, la formation de nos cadres, nos policiers, nos magistrats, nos médecins, nos enseignants et nos enfants. Il est temps aujourd'hui de nous débarrasser des archaïsmes de la pensée qui n'ont rien à voir avec notre religion et nos traditions. Notre religion, la femme du prophète, c'était son employeur. Et c'était la première femme chef d'entreprise et entrepreneur. Donc, notre religion ne nous demande pas de ne pas travailler et de rester à la maison pour procréer. C'est notre devise aujourd'hui pour notre combat pour l'égalité. Nous devons se battre toutes pour l'égalité, pour aller plus loin, pour occuper des postes de décision, pour booster d'autres femmes, pour inspirer d'autres femmes. Et aujourd'hui, les cas de succès sont visibles et on voit que les femmes sont présentes dans tous les secteurs d'activité. L'économie sociale et solidaire est un socle de solidarité. C'est la base de tout. Et je suis sûre que si nous sommes aidés par des grosses entreprises qui peuvent nous mettre dans leur chaîne de valeur, parce qu'aujourd'hui, on peut produire 10 pièces, demain, on peut produire 1000 si nous sommes insérés dans la chaîne de valeur des grosses entreprises. Et le rôle des entreprises marocaines, des entreprises ivoiriennes, des entreprises sénégalaises, des grosses entreprises, je parle, c'est d'être solidaires. Nos championnes nationales doivent prendre en main les toutes petites entreprises pour les porter vers le haut et pour